Bonsoir à tous et bienvenue sur le premier live de J-Plays Kids avec l'excellente Maria Chadré. Alors, je me présente, je m'appelle Sharon Musan. J'ai créé ce groupe dans la continuité de mon magazine J-Plays, qui est un magazine web et un média axé judaïsme et culture, mais aussi éducation, sciences et beaucoup d'autres thématiques. Le but est de montrer comment le judaïsme s'inscrit dans la société à travers des articles, des interviews, des témoignages présents donc sur jplace.fr et également sur Facebook et Instagram sur @jplacemag. Le but du groupe Jplace Kids, c'est cette volonté d'apporter du judaïsme aux enfants dans la joie, de leur transmettre l'amour de la Torah, surtout dans cette génération ultra connectée et sujette à de nombreuses influences extérieures. Alors avec tout cela, enseigner le judaïsme devient parfois un véritable challenge et c'est pour cela que ce groupe existe, pour qu'il devienne une véritable place de bienveillance et de Torah accessible pour tout niveau religieux. Alors j'y diffuse des contenus originaux de Torah, alphabet, prière, chants de Shabbat, bénédictions sur les aliments, pour que les parents puissent enseigner à leurs enfants. Il y a aussi des ateliers J-Place Kids, qui sont des ateliers Zoom de Talmud Torah, où je leur donne cours tous les dimanches matins durant environ 1 heure. Donc j'ai fait moi-même 1 an et demi de séminaire et j'ai été professeur de Talmud Torah en parallèle de mes études pendant 1 an au Centre Aleph. C'est pour cela que J-Place Kids existe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'excellente conférencière et thérapeute Maria Chadré, qui va nous donner une conférence sur le thème très actuel et qui est véritablement la raison d'être de ce groupe, influence extérieure et réseaux sociaux. Quelle place pour l'éducation juive? Bienvenue Maria Chadré, merci d'avoir accepté de nous donner une conférence sur ce sujet, c'est à vous. Bonsoir, merci d'abord à vous de cette initiative vraiment très bienvenue. Je crois qu'en effet c'est un thème très important et un thème pas assez souvent abordé peut-être. Et alors pour tout vous dire, quand on a fixé, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines, la date de l'intervention, on avait mis un peu ce soir-là était libre et j'avais pas du tout réalisé que j'allais être en plein cœur de la paracha de la semaine, puisqu'on est dans Toldot. Deux frères avec jumeaux en plus, avec le même père, la même mère, la même éducation a priori. Et en réalité, ils vont prendre chacun une route complètement différente. Et donc, bien souvent, quand on arrive dans la paracha de Toldot, c'est la paracha vraiment du chinour de l'éducation. Mais alors, je ne vais pas parler de Yaakov et d'Esav, même si j'en ai très envie, mais je vais parler du thème, de notre thème, parce qu'Yaakov et Esav avaient beaucoup de difficultés, mais pas le problème des réseaux sociaux. Pas encore celui-là. Et néanmoins, de grosses difficultés. Et donc, je vais me concentrer sur la thématique qui est donc les influences extérieures et les influences sur le net, les réseaux sociaux. Donc, en réalité, dans ce thème, moi, je vois deux parties distinctes qui sont reliées, évidemment. Mais en effet, c'est-à-dire que ce cours concerne également toutes les questions des influences sur nos enfants. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a une grande place d'influence qu'on ne maîtrise pas sur nos enfants au niveau d'Internet et des réseaux sociaux, parce que le reste de l'influence, elle est relativement, je dis bien relativement maîtrisée, dans le sens où ce sont des fréquentations. En général, on connaît, il faut espérer, les enfants de la classe, les autres, enfin la classe de nos enfants. Et puis, c'est la famille, c'est éventuellement les lectures. A priori, enfin, on va dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard sur ces influences-là que sur les influences sur le net. Alors, je vais commencer par le net. Et en fait, il va falloir déjà qu'on se pose une première question. Qu'est-ce qui s'appelle un lien avec, que ce soit Internet ou les réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux sont plus addictifs? Mais qu'est-ce qui s'appelle difficulté, problème? C'est-à-dire à partir de quand, quels sont les symptômes et à partir de quand il faut que je m'alerte en tant que maman, en tant que papa? À partir de quand je dois me dire « oups, il y a un problème ». Et alors en fait, d'ailleurs vous savez qu'il y a un nouveau mot dans le dictionnaire. Alors dans le dictionnaire il apparaît. C'est un nouveau mot qui est sorti là, ces dernières années, c'est intéressant. C'est le mot nomophobie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est une personne qui ne peut pas vivre sans son téléphone portable et qui a besoin tout le temps d'être à côté et qui a tout le temps peur de rater une information. D'accord? Donc, ce n'est pas encore classifié chez les psychiatres comme étant
un symptôme encore. Enfin, oui, il y a le symptôme bien sûr de l'addiction au réseau et à Internet, mais en tout cas, il figure déjà dans le dictionnaire. Et alors, on va déjà se poser la question, quels sont les symptômes qui doivent alerter les parents? Y a-t-il une différence entre l'enfant qui peut faire des jeux sur Internet, qui a son téléphone? Il y a aussi la question à quel âge on donne un téléphone à un enfant. Évidemment, je vais aussi l'aborder, c'est une question. Et puis, peut-être, vous me direz, est-ce qu'on laisse du temps pour les questions à la fin? Oui, avec plaisir, si vous voulez, c'est comme vous préférez. Ouais, alors moi je pense souvent il y a des questions dans ce genre de Oui, domaine. c'est Je important. pense. Alors attendez juste une seconde, je vais lancer mon. Voilà. Voilà, donc la question des influences extérieures et du net, à partir de quand on se pose la question, donc il faut qu'on s'alerte. Alors il y a trois critères importants, trois critères majeurs. Le premier critère, c'est quand on voit que l'enfant, et pardon, hein, j'ai même envie de dire l'adulte, hein, on a le droit de se sentir concerné nous aussi, parce que nous sommes de grands enfants, mais on va rester sur les enfants. Premier critère, quand l'enfant est obligé de se connecter tous les jours. Obligé, c'est pas possible qu'il y ait un jour sans. Le deuxième critère qui doit nous alerter, c'est quand l'enfant sous-estime le temps qu'il a passé. C'est-à-dire qu'il dit juste je regarde, juste j'allume, et en fait 1 heure s'est passée, 2 heures sont passées, et il n'a pas réalisé. Il dit mais non, pas du tout, je suis resté pas longtemps. Et il est sérieux, il ment pas. Il ment pas parce qu'en fait, il a une difficulté à évaluer, d'auto-évaluation. Il est vraiment emporté par quelque chose, par une vague. Il n'en est même pas conscient. Et donc, il a une grande difficulté à évaluer ça. Et enfin, le troisième, c'est le plus important de tous, c'est celui que vous devez le plus retenir et vraiment l'accrocher sur le frigo, c'est quand l'enfant délaisse la vie réelle au profit de la vie virtuelle. C'est-à-dire qu'il va être prêt à rater un anniversaire. Il va être prêt à ne pas sortir au parc. Il va être prêt à ne pas descendre à table, prendre le dîner en famille. Il va évidemment, il va mettre de côté ses devoirs, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui fait partie du concret, du réel, de l'observable, il va le mettre de côté et il mettra en avant bien davantage son souhait de rester connecté. Donc, voilà 3 critères, dont le troisième est le plus important, vous avez compris, qui doivent nous alerter. OK ? Maintenant, concernant, on appelle ça de l'addiction. Il y a une terminologie comme ça qui s'appelle l'addiction aux écrans, l'addiction aux jeux vidéo ou aux écrans, et ça peut même être l'addiction aux réseaux sociaux, même pour un adulte quand il a besoin sans arrêt de regarder ses notifications et de voir ce qui se passe et qu'il a peur de perdre une information évidemment capitale. Amen. Pardon. Et donc, en réalité, ce que je voudrais dire ici, c'est que tout ce qui est excessif dans la vie est à abolir. Ici, dans ce cadre, on parle de l'influence du virtuel, mais en réalité, tout ce qui est excessif, même le chocolat, d'accord ? Voilà, tout ce qu'on fait de façon excessive. C'est-à-dire, on connaît bien Maïmonide qui prône la juste mesure, le juste milieu, que ce soit dans les midotes, pas trop généreux, pas trop radin, essayer de pouvoir mesurer son don. Il parle de ça au niveau de toutes les caractéristiques d'une personne. Et c'est vrai dans tout. C'est vrai, je vous disais, dans le chocolat, c'est vrai si on est addict à la salle de sport, c'est vrai si on est, quelles que soient les addictions. Maintenant, il y a quand même une différence. C'est quoi ? C'est que, on va dire, si on est addict au chocolat, à un moment, on a une crise de foi. À un moment, vous allez me dire pas tout le monde, mais je veux dire que, en tout cas, a priori, à l'intérieur de notre corps, des fois, il y a des signaux qui viennent dire stop. Au niveau de l'addiction aux écrans, qui est une nouvelle addiction, il peut arriver vraiment qu'il n'y ait aucun signe, si ce n'est les signes des personnes extérieures, aucun signe à l'intérieur n'alerte la personne. Il n'a pas vu le temps passer, il ne se rend pas compte qu'il s'est coupé de la vie réelle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il n'y a pas eu ce clignotant rouge qui s'allume et qui dit attention, attention, danger. D'accord ? Donc, maintenant,
Voilà, ça c'est concernant les influences des réseaux sociaux. Évidemment, inutile de dire le danger de parler à un inconnu, et ça, nos enfants, on doit leur dire depuis tout jeune, de la même façon que tu ne parles pas à un inconnu quand tu sors de l'école, tu ne parles pas à un inconnu, mais ça, il faut le dire et le répéter 500 000 fois. Il faut bien leur expliquer qu'un pseudo, c'est pas une vraie personne, c'est un pseudo. Donc même si c'est un pseudo connu, il peut y avoir danger. Donc ça, c'est des choses qu'ils doivent entendre depuis tout jeune. Maintenant, le problème aussi de nos enfants, c'est qu'ils voient leurs parents. Alors, ce qui n'était pas mon cas, par exemple, ni même, on va dire, les 10 premières années de mon mariage, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Donc, mes grands-enfants ne me voyaient pas sur les réseaux sociaux, alors que mes plus jeunes enfants peuvent voir. Bon, heureusement, c'est très limité, mais en tout cas, ils savent que ça existe à travers leurs parents. C'est-à-dire que la nouvelle génération de parents, maintenant, est une génération elle-même qui doit juguler son rapport avec son portable, et encore plus en sachant que ses enfants la regardent. Donc, c'est vraiment la particularité de cette génération. C'est vraiment qu'en fait, ils peuvent eux-mêmes être un contre-exemple du lien avec le net et avec le portable. Maintenant, on a dit influence extérieure et le net. Au niveau des influences extérieures, ce que je voudrais dire, c'est qu'elles peuvent arriver par Internet, elles peuvent arriver par la grande porte aussi. D'accord ? Elles ont plusieurs façons de pouvoir pénétrer. Voilà, qui n'a pas connu, voilà, entendu un enfant, un ado qui a fumé sa première cigarette, voire son premier pétard, et comment c'est possible, et où est-ce qu'il l'a eu, et qui lui a donné envie, et qui lui en a parlé, et pourtant il ne fréquente pas. Voilà. Donc l'inquiétude face aux premières confrontations des choses de la vie qui arrivent des fois. Voilà. Donc, il faut d'abord, ce que je voudrais dire ici, c'est même si le danger d'Internet est un danger récent, nouveau, et que nous devons apprendre à en parler à nos enfants depuis leur plus jeune âge et être un exemple nous-mêmes et raconter que peut-être on aurait voulu mais que je ne veux pas, et dire par exemple aussi que je n'étale pas ma vie sur Insta et qu'il y a des choses qui sont du domaine du privé et d'autres du public, et les sensibiliser avec la notion de privé et de public, parce que ces notions-là, ces définitions-là sont complètement floues dans la tête des enfants. D'accord ? À partir du moment où il y a un écran et que sur l'écran, je peux tout voir, je peux voir le repas qu'a mangé ma copine à midi, et je peux savoir qu'elle s'est disputée avec sa sœur, et je peux voir la tenue qu'elle va mettre, enfin, je peux tout voir, tout. Donc, j'ai une porte d'entrée dans sa maison. Et donc, les notions d'endroit public et d'endroit privés sont des notions, déjà il faut savoir, au niveau des définitions, qui ont été floutées chez nos enfants. Normalement, chez un enfant de base, c'est une notion claire, et chez nos enfants, elle est floutée, et c'est à nous de rétablir la définition de qu'est-ce qui est du domaine privé, qu'est-ce qui est du domaine public, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte pas, qu'est-ce qui se fait pas, etc. D'accord ? Maintenant, le danger dont on parlait d'influence extérieure. C'est un danger, ça par contre, il faut le dire, qui a eu lieu de tout temps. C'est pas nouveau, rien de neuf sous le soleil. Il n'y a jamais eu de situation, je pense, depuis le début de l'histoire de l'humanité, où un enfant, adolescent, jeune homme, jeune femme, n'a pas été confronté au problème de l'influence, d'accord, et du dictat de la société sur eux. J'ai un exemple très facile à vous donner, le plus facile et qui me vient en tête de façon immédiate, c'est l'exemple de Esav dans la paracha de cette semaine. Donc, on est d'accord que c'est antique, ça fait 4000 ans. Et qu'est-ce qu'il a ? Il y a écrit textuellement que ses parents, Vatiyenam Maratrouar, ils ont eu, je vais le traduire en très bon français, Rivka et Yitzhak ont eu le seum. D'accord ? Ils ont eu le seum, c'est écrit comme ça dans la Torah. De quoi ils ont eu le seum ? C'est écrit textuellement quand ils ont vu que Esav se mariait avec des femmes idolâtres. Et là-bas, il est marié, donc il est déjà adulte, hein, attention. Et il devient lui-même attiré par l'idolâtrie du fait de ces femmes idolâtres. Donc, voilà, on a l'exemple de la paracha de cette semaine, influence extérieure, une femme idolâtre. Et d'ailleurs, Rivka va réagir très violemment en disant « Je t'en supplie, une chose, mon fils, la prunelle de mes yeux, va prendre une fille de chez nous. Je ne veux pas avoir le seum encore. »
Et donc, Yaakov va s'en aller à la fin de la paracha, rencontrer les filles de Lavan, de son oncle. Donc, on voit que c'est depuis toujours cette problématique. Règle numéro 1, que je tire toujours dans la paracha de cette semaine. Tu m'as fait un cadeau, voilà, en faisant un cours cette semaine. Règle numéro 1, mais parce que en fait, je la cite toujours cette règle quand je parle de Chinour, mais là, elle est carrément écrite dans la paracha. C'est le commentaire du Rav Hirsch sur ce passouk qui nous fait toutes frémir, où il y a écrit Yaakov était Ishtam Yoshev Oalim, c'était un homme intègre, assis au Beth Midrash en train d'étudier. Il pensait qu'à ça. Vous connaissez quand tu as un enfant, tu n'as rien fait pour, et hop, c'est le premier de classe, en train d'étudier les devoirs, le truc, il pense à rien d'autre, il n'y a pas de loisir, tac, j'étudie. Voilà, c'est Yaakov. Il pense à rien d'autre, il veut qu'étudier. C'est vraiment le verset d'après leur naissance. Ils sont nés, ils étaient différents physiquement, Vaïgdelou, ils grandissent, il y en a un, Ishtam Yoshev Oalim, et l'autre, Ish Sadeh, un homme des champs, Yodéat Saïd, qui pense qu'à aller à la chasse. Et à nous d'imaginer qu'il va à la chasse sur Internet, qu'il est sur Tinder toute la journée, qu'il est en train de faire n'importe quoi. Et c'est un peu ça qui est décrit dans la paracha. Et sur ce verset-là, qui les décrit les deux, mais aux antipodes, ces deux frères jumeaux, Rav Hirsch vient et nous fait une belle leçon de Chinour. Et il dit, finalement, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas manqué d'amour. C'est qu'ils ont eu des parents merveilleux, un tzaddik, une tzadékette. Donc là n'est pas le problème. Alors où est le problème? Eh bien, il met le point sur une chose. Il dit, le problème, c'est que les parents ont attendu la même chose de leurs deux fils, qui sont pourtant si différents. Et dans le langage de Rav Hirsch, ils les ont assis sur le même banc de l'école. Sous-entendu, dans la même structure, même si ce n'est pas des structures à l'époque, mais peu importe, on comprend ce qu'ils veulent dire. La même structure, le même rythme scolaire, le même contenu, les mêmes attentes. Erreur numéro 1, on ne peut pas attendre de tous nos enfants la même chose. On a très envie, on a envie d'avoir un préfabriqué de méthodologie de l'enfant qui marche droit et qui fait plaisir à ses parents, à ses grands-parents, tout va bien. Et tu as envie de faire un copier-coller, on en rêve, copier-coller pour tous, et non, pas du tout. Tu vas avoir celui qui n'est pas du tout matheux, alors que dans la famille, il faut être matheux. Tu vas avoir celui qui ne veut pas faire de la Gemara, ça l'a saoulé. Tu vas avoir celui qui veut tout le temps taper dans une balle. Tu vas avoir celui qui est extrêmement créatif, poétique et qui passe sa vie au piano au lieu de faire ses devoirs, etc., etc. C'est-à-dire que chacun, selon sa neshama propre, unique, va s'exprimer, va exprimer ce vers quoi il est attiré et l'intelligence du parent, qui est une intelligence, c'est facile à dire, mais pas, pardon, c'est facile à dire, mais pas du tout à faire. Eh bien, l'intelligence des parents va être donc de devoir adapter, ce qui est vraiment pas simple, adapter la demande en fonction de l'enfant. Et là, vous allez avoir des enfants qui disent ah, et pourquoi lui et pas moi? Et il faut être vraiment fort dans ses chaussures et dire parce que toi, tu n'es pas lui et vous n'avez pas les mêmes besoins et je réfléchis à ce dont vous avez besoin et peut-être que je me trompe, mais je suis arrivée à la conclusion que pour toi, il faut ceci, pour lui, il faut cela. Si tu n'es pas d'accord, on peut en parler. Mais c'est-à-dire que depuis tout petit, il faut qu'ils aient en tête, vous n'allez pas tous être des copier-coller. Et on ne va pas faire pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le premier a été excellent au conservatoire que le deuxième doit être excellent au conservatoire. S'il n'a pas une âme musicale, il n'a pas une âme musicale. Et il fera autre chose. D'accord? Et en fait, ça, c'est vrai dans tous les domaines de ce qu'on demande à un enfant. Même, voilà, je vais avoir un enfant extrêmement ordonné pour qui c'est facile d'aider, de ranger, etc. Et je vais exiger de l'autre d'être pareil. Non, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Et évidemment, je ne peux pas les comparer. Ça, vous connaissez l'erreur fatale des parents de comparer, de dire ton frère, ta sœur. Ça, c'est insupportable pour tous les enfants au monde. Et donc la règle numéro 1 de Rav Hirsch, ne pas exiger la même chose de tous les enfants. Règle numéro 2. Alors, en fait, tous les enfants, sans exception, et je dirais même les adultes, mais les adultes s'autogèrent, mais tous les enfants, sans la moindre exception,
supplient leurs parents sans les supplier. On a l'impression qu'ils râlent et qu'ils ne veulent pas. Mais en vrai, ils supplient leurs parents. De quoi? D'avoir un cadre, d'avoir un lieu défini, un espace défini, de savoir ce qu'on peut pas faire, ce qui est permis, ce qui est interdit, les mots que je peux utiliser, ceux que je peux pas utiliser, chez qui je peux aller, chez qui je peux pas aller, à quelle heure je dois me coucher, à quelle heure c'est trop tard, c'est-à-dire un cadre. Alors bien sûr que le job d'un enfant, quand il fait bien son job, c'est de râler dès qu'on lui donne un cadre. Mais en vrai, s'il pouvait dire ce qu'il y a dans les tréfonds de son âme, il nous dirait « Merci papa, merci maman ». Parce que ne pas leur donner un cadre, c'est les mettre sur une autoroute, débrouille-toi à travers, sans feu rouge, sans feu vert, sans feu orange, sans rien. C'est exactement la même chose. Moi, je me souviens, ça m'avait tellement marqué. Dommage, je ne me rappelle pas exactement la phrase qu'avait dit un de mes enfants. Moi, dans l'économie de mon couple, moi, je suis la plus ramollo et mon mari, heureusement, il vient rétablir ça. Il est plus autoritaire que moi. Heureusement, heureusement. Alors, dans tous les couples, hein, c'est obligé. On prend la place qui reste. Donc, il y en a un des deux qui va être celui qui permet et l'autre celui qui interdit. Et j'ai beaucoup de mal à interdire. Donc, heureusement, je m'appuie sur mon mari. Et un jour, je ne sais plus ce que mes enfants m'ont demandé, mais en tout cas, c'était évident pour moi qu'il ne fallait surtout pas permettre. Évident. Et donc là, j'ai pris un air vraiment autoritaire. J'ai dit, mais il n'en est absolument pas question. Et là, un de mes enfants écarquille les yeux et me dit avec son air angélique, « Bravo maman, t'as réussi à dire non ». Et je me rappelle de ce regard, évidemment qu'on a explosé de rire, mais je me rappelle de ce regard reconnaissant. Reconnaissant, maman, je sens que t'es forte. Parce que je sens que tu peux dire non, donc ton oui c'est un vrai oui et ton non c'est un vrai non, je peux m'appuyer sur toi puisque tu as même été capable de dire non. Et je me demande si c'était pas un test des enfants, donc, je me rappelle plus du détail, mais si ça se trouve c'était un test pour voir combien la maman est solide et combien elle peut. Donc les enfants ont besoin d'un cadre. Il faut qu'on enlève de notre tête qu'on est des mauvais parents quand on les cadre, quand on donne des horaires, quand on dit sur certaines choses oui, sur d'autres non, et que justement, on réfléchit aux influences et qu'on dit par exemple, non, ça ne me fait pas plaisir que tu ailles chez cette copine parce que peut-être j'ai rien contre elle, mais je ne connais pas ses parents et je ne sais pas ce qui se passe dans sa maison. Et « Ah, maman, qu'est-ce que tu crois, papa? Vous pensez… » Non, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être. Mais quand je ne connais pas, je ne prends pas de risque et je ne peux pas, voilà. Ou des fois, vous connaissez et vous savez que non, c'est un adolescent et que tel copain te tire vers le bas et il t'influence à faire ceci et pas à bosser tes contrôles et pas à être fort à l'école. Mais là, on peut dire, je vois que… Alors, sans accabler l'autre, hein, il ne s'agit pas d'accabler, je ne veux pas l'accabler. Lui, ce n'est pas mon fils, il fait ce qu'il veut, il se débrouille avec ses parents. Toi, tu es mon fils, toi, tu es ma fille. Voilà mes attentes. Donc, mettre un cadre très clair. Maintenant, ce principe-là du cadre, voilà, je voudrais qu'on comprenne ça, pour qu'on comprenne à quel point il s'agit d'un fondamental. Le cadre, la définition de l'espace, la permission, l'interdiction, etc. Et donc, les influences extérieures et éviter les parasites, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, c'est-à-dire Internet, fréquentation, etc. En réalité, ce principe de devoir protéger, préserver, il faut que vous sachiez que c'est un principe qui remonte à la création du monde. D'accord? On n'a rien inventé. Et non seulement ça, mais la Torah elle-même a pris soin de nous présenter ce principe-là dans le premier chapitre de la Torah. Je dis bien le premier chapitre de la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humanité encore, il n'y a que Adam et Ève, et déjà on nous parle alors non pas de ce qui est permis et interdit, quoique il y a ça aussi dans l'arbre de la connaissance qui est interdit, il y a aussi ça, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. En fait, il y a Adam qui est créé, et Dieu le prend et le met dans le Gan Eden. Le texte dit comme ça, Vayanicheu beGan Eden, il le place dans le Gan Eden et il lui donne 2 missions. Adam a 2 missions dans le Gan Eden. C'est écrit textuellement, il le met dans le Gan Eden, et la suite c'est les Ovda ou les Shomra, pour le cultiver et le préserver. Et là, nos sages posent une question génialissime, qui va répondre, je pense, à plein d'interrogations que vous avez. Ils disent, je ne comprends pas, il reçoit 2 missions, une de cultiver le jardin d'Éden et l'autre de le préserver, ne pas qu'il s'abîme. Pourtant, faire ces 2 choses-là, ce sont 2 actes
antinomiques, opposés l'un à l'autre. Quand je cultive, je fais quoi? Si je veux cultiver un champ ou si je veux me cultiver ma personne, je dois faire quoi? Je dois aller chercher une connaissance extérieure à moi et la mettre à l'intérieur de moi. Si je veux cultiver un champ, je dois aller prendre une graine extérieure au champ et la mettre dans le champ. Donc, je dois exposer le champ à l'altérité, à la différence. Et quand je veux protéger, je dois barricader. Je dois faire l'inverse. Alors, dans la même phrase, Adam reçoit deux missions opposées. Cultive-le et protège-le. Alors, je fais quoi? Alors, je fais quoi concrètement? Si je le cultive, je l'expose. Si je le protège, je ne l'expose pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Et là, dans ces deux mots-là du premier chapitre de la Genèse, vous avez en quintessence le secret de ce que j'appellerais l'équilibre dans la vie, qui est une recherche permanente. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu peux ouvrir toutes les frontières et être dans la culture absolue. En parenthèse, c'est le même principe que la droite et la gauche en politique. Ouverture des frontières ou fermeture des frontières. Surtout pas d'étrangers dans notre pays, ou au contraire, on adore les étrangers, venez, votre culture elle est géniale, on kiffe la burqa et tout ça. D'accord? Le débat entre la droite ou l'extrême droite et l'extrême gauche. Ok? Donc, en vrai, c'est l'équilibre de la vie, cette question. Qu'est-ce qui s'appelle être trop poreux et donc une perte d'identité? Et donc, en cultivant ce champ, il n'aura plus aucune marque de fabrique, il n'aura plus aucune particularité, aucune identité, parce que, eh bien, il est ouvert à tout va et n'importe qui peut rentrer, et n'importe qui, voilà, c'est la culture. Et d'un autre côté, est-ce que je ne suis pas en train de trop fermer ce champ, de trop le protéger des parasites, et du coup, ce champ-là, il ne pourra jamais grandir, il ne pourra jamais produire, il ne pourra jamais être fertile. Où va être la fertilité de ce champ s'il est tout le temps en protection? Et c'est la question de l'équilibre, c'est-à-dire combien j'ouvre et combien je ferme. Ce qui est sûr, c'est que je dois à la fois ouvrir et fermer. Je dois faire les deux. Dans tout, dans mon rapport à la vie, pour moi-même, pour mes enfants, etc. Si je me dis, oh, les influences extérieures, donc il n'y a rien à la maison, aucun livre, aucun écran, aucun... Non, ils vont s'assécher, on le sait. Donc oui, il faut l'amener au sport, oui, il faut les amener au tennis, oui, il faut faire de la musique, oui, il faut lire beaucoup de livres, il faut être cultivé, il faut avoir des connaissances, mais en même temps que j'ouvre, je me dis j'ouvre et à quel moment je ferme? C'est-à-dire quoi oui, quoi non. C'est une question que je n'ai pas le droit à aucun moment de ma vie concernant mes enfants. Je n'ai pas le droit de cesser de me la poser. À aucun moment. À chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle bataille, entre guillemets, une nouvelle demande, parce que c'est leur job, ils vont venir nous demander des choses, eh bien, à chaque fois, moi, mon rôle, ça va être de pouvoir dire quoi oui, quoi non. Maintenant, donc, pour chacun, ça va être différent. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vous donner de recette. Je vais vous dire ce que moi je fais. Ce que moi je fais, c'est que les enfants n'ont pas le droit d'avoir de portable. Point barre. C'est-à-dire que pour l'aîné qui prenait les deux aînés prenaient le métro pendant 1h30 pour aller à l'école, aller-retour, ils avaient forcément un portable. On a vu les dégâts. On a vu l'addiction, quoi. On a vu que ça grignotait du temps. Pour les suivants, où il n'y a plus eu, grâce à Dieu, les allers-retours à l'école, c'était plus nécessaire, on avait déménagé. Pas de portable. Ah, j'ai une fille qui a 16 ans, vous allez me dire c'est grand, elle me demande un portable pour communiquer avec ses copines pendant les vacances, il n'y a aucun problème. Elle a un portable pendant les vacances, zéro réseaux sociaux, zéro. Ça c'est encore une fois, je ne l'impose à personne. C'est ma vision des choses, c'est 0, 0, 0. Pas de vie amicale virtuelle, ça n'existe pas. La vie amicale, elle est réelle. Et par contre, tu as un portable pendant les vacances. Dès que la classe reprend, hop, le portable est dans l'armoire d'elle-même. C'est pas à moi de le prendre, c'est pas à moi de fliquer. Elle doit prendre son portable, le mettre dans l'armoire. Voilà. C'est-à-dire, c'est à nous, à notre niveau, c'est les lignes, c'est les démarcations, c'est la frontière qu'on a posée. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir d'autres. Une autre frontière qu'on avait posée. Dimanche, il y a des dessins animés. En semaine, il n'y a pas de dessins animés. Voilà, c'est posé, c'est clair. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il peut y avoir 1000 autres frontières qui sont posées. Là, juste la question, c'est est-ce que la frontière est posée et est-ce qu'elle est respectée? Et pour qu'elle soit respectée, un conseil fondamental que je vous donne, c'est que dans toutes ces tergiversations et ces va-et-vient entre l'ado ou l'enfant, le préado et les parents, concernant tout ça, il faut
faire un contrat, entre guillemets, ensemble. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait à chaque fois. On demande à l'enfant lui-même, à ton avis, comment est-ce que toi, tu penses pouvoir gérer? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça prenne pas trop de place dans ta vie? Dis-nous, qu'est-ce que tu mettras dans le contrat? Et donc, on l'amène lui-même à être proactif dans son propre contrat et à écrire lui-même, il faut ceci, il faut cela. Donc, je le rends, voilà, pour ma fille de 16 ans, je le rends dès que c'est l'école parce que je sais que sinon, je vais pas beaucoup travailler. Et je le garde quand c'est truc. Alors, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Ah, d'accord, oui, maman, c'est vrai, il faut pas. Je sais que c'est pas bien. Et donc, mais ensemble, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on vient et qu'on impose, parce que tout ce qu'on impose est mal vécu, mais c'est vraiment une discussion, d'accord, dans laquelle les enfants y racontent. Il faut que les enfants racontent. Alors ça serait l'objet d'une autre conférence, comment faire pour que nos enfants parlent et racontent. Mais en partant du principe que nos enfants parlent et racontent, donc quand ils racontent, ah, tu sais, ma copine ceci, alors qu'est-ce que tu en déduis? Tu as vu que c'est dangereux, tu as vu que c'est compliqué, tu as vu ce qui s'est passé. Donc, pouvoir ensemble mettre ses limites. Maintenant, comment je fais? Disons que j'ai réfléchi, je trouve mon propre équilibre et j'ai décidé, voilà, ça c'est ma frontière. Ça oui et ça non. Je pose une frontière, les Ovda ou les Shomra, magnifique. Comment faire pour que cette frontière soit entendue par l'enfant? Pour qu'il ne soit pas en révolte, parce que c'est son rôle à lui, c'est son job. Pardon, son job, c'est dès qu'on met une frontière, dès qu'on dit jusque-là et pas plus, son rôle, s'il a 2 ans, c'est de se jeter par terre, et s'il est un peu plus grand, c'est de râler, de ne pas être content, de dire mes copains, c'est pas comme ça, etc. Donc, c'est tout à fait normal, tout va bien. Alors, comment faire? Alors, pour ça, eh bien, il faut comprendre que le secret pour qu'une frontière soit stable et qu'on la maintienne et qu'on ne se révolte pas contre cette frontière qui préserve l'identité, hein, on comprend bien, qui doit préserver l'identité de l'enfant, les valeurs, ce qu'on leur enseigne. Et bien pour cela, ce qu'il faut, il faut impérativement qu'à l'intérieur de ce cercle, il y ait du contenu, qu'il y ait de la consistance. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer rapidement parce que je vois que le temps file. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait du contenu et de la consistance? Ça veut dire que leur vie à l'intérieur de ce cercle-là de protection doit être une vie passionnante, doit être une vie remplie de choses, doit être une vie où ils comprennent que le contenu est tel qu'il doit être protégé et préservé. Que ce n'est pas un contenu qui est banal et qui est commun avec tout le monde. S'il est commun avec tout le monde, on peut le partager avec tout le monde puisque c'est commun avec tout le monde. Alors oui, ton assiette de pâtes, tu peux la partager avec tout le monde parce qu'elle est commune. Par contre, tu as une identité, tu as une singularité, tu as une force, tu es quelqu'un d'unique. Et il est impératif que nos enfants grandissent avec une sorte de passion pour un contenu, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se sentent uniques, il faut qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose, il faut qu'ils sentent qu'à l'intérieur de ce cercle, qu'on n'a pas besoin d'aller grignoter à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il se passe des choses. Il se passe des choses intéressantes. Il se passe, alors, à nous de leur créer cette vie passionnante. Ça peut être des amis, un va-et-vient d'amis réguliers, ça peut être des lectures en les éduquant à aller très tôt à la bibliothèque et en empruntant des livres, ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité musicale, ça peut être des voyages, ça peut être la présence des grands-parents, que sais-je. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que il faut que le contenu soit rempli, il soit consistant pour qu'on n'ait pas en permanence envie d'ouvrir cette frontière qui a été établie. Et donc, donner à nos enfants, je vais le dire autrement, de l'estime de soi. Et l'estime de soi, et là aussi je suis désolée, j'ouvre encore des portes vers d'autres conférences, mais c'est pas grave, je te donne des petits éléments. L'estime de soi, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas nuls, ah ben je vais être nul, on va se moquer de moi si moi j'ai pas de portable, si moi j'ai pas Insta, si moi je ne vais pas à cette fête où tout le monde va, etc. Alors c'est déjà, premièrement, je comprends que tu sois déçu. Numéro 1, je comprends. Moi aussi j'aurais été déçue à ta place, je comprends que tu aies envie. Mais pour qu'il réussisse à dépasser cette déception, il faut absolument qu'il sente à l'intérieur de lui une forme de fierté.
qu'il a quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Pas quelque chose de moins. Lui, il va penser qu'il a quelque chose de moins, mais en fait, il a quelque chose de plus. Il a une identité, il est porteur d'une valeur, il a des convictions, il a quelque chose à protéger. Donc, il est porteur de quelque chose qui fait que, justement, bien, on ferme cette frontière-là. Et pour qu'il ait cette estime de lui, la recette number one, ça c'est une série de conférences, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, je ne cesserai de le répéter, je ne cesserai de le dire. La nourriture numéro un de nos enfants, ce ne sont pas les repas du soir qu'on leur fait. On va passer des heures à faire des courses et à leur faire les repas du soir. Ne faites pas ça du tout et passez votre temps à les abreuver d'amour inconditionnel. Et quand ils sentent cet amour inconditionnel, ils ne peuvent pas se révolter. Ils peuvent pas, parce qu'ils savent que c'est pas contre eux, qu'on est avec eux, qu'on n'est pas contre eux. Voilà, j'espère avoir fait un petit tour d'horizon sur la nécessité à créer ces frontières, à éviter les influences extérieures, parce qu'il y en a forcément et il faut qu'il y en ait, mais à éviter les mauvaises influences extérieures et en effet à pouvoir cadrer tout ce qui se passe éventuellement au niveau d'Internet. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Maria Chadré, pour ce très beau cours et très belle conclusion, en tout cas, sur l'amour inconditionnel qu'on donne aux enfants et créer un cocon de bienveillance pour que l'enfant n'ait pas envie d'ouvrir justement cette frontière qui a été coétablie. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être s'il y a des personnes qui ont des questions éventuellement. Voilà. Alors, s'il y a des questions, je reste connectée, je reste disponible avec grand plaisir. Des questions, n'hésitez pas. Peut-être dans le chat. Moi aussi, j'ai une question. Oui, avec plaisir, je vous écoute. Je peux? Oui. Merci. Vous avez parlé de l'addiction au portable vis-à-vis dans la relation parent-enfant. Alors, moi, j'ai une question vis-à-vis je suis enseignante et j'ai des élèves, des grands, des petits et puis des grands. Donc, pour les petits, pour l'instant, c'est assez canalisé, on va dire. Mais disons qu'au niveau du collège-lycée, l'addiction au portable, c'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors, quel conseil vous donneriez pour des enseignants? Alors, mais là, vous êtes dépendante en fait de votre établissement et des lois dans l'établissement. Dans tous les établissements dignes de ce nom, évidemment, les portables sont interdits en classe, ça c'est évident. Mais ce qu'il faudrait plus, c'est qu'ils soient déposés à l'entrée de l'école. Et ça, je pense que voilà. Mais là, vous êtes dépendante de. Mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour un établissement, d'avoir des boîtes à portables et qu'à l'entrée, à l'entrée de la journée d'école, quoi, vraiment à l'entrée de la journée d'école, ils posent leur portable pour qu'ils aient une vraie journée d'école réelle et pas virtuelle. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure des choses à faire et c'est pas si difficile à mettre en place. C'est pas si difficile, mais il faut avoir le personnel, la direction et le personnel avec vous. Voilà. Après, évidemment, ils sont éteints, ils sont dans les cartables. Quelle est votre question? C'est-à-dire ça empiète sur votre cours? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la tentation, elle est toujours très forte. Donc, même qui sont éteints, même qui sont éteints et même qui sont dans le cartable, c'est quand même très fort. Il est là. Oui, il est là. Alors après, pour des élèves de collège, ça va plus ou moins. Mais pour des élèves des plus grands, pour des élèves du lycée, la tentation de sortir, elle est très, très forte. Ou de le brancher, ou j'ai plus de batterie. Alors, ce que vous pouvez faire à l'échelle de votre classe à vous, je crois que je l'avais fait à l'époque où j'étais enseignante au lycée, ça me dit quelque chose. Vous amenez votre propre boîte à portable, vous, et vous demandez, c'est-à-dire vous vous postez à l'entrée de la classe et chacun doit poser son portable dans la boîte pour l'heure de cours, c'est-à-dire l'heure ou les 2 heures. C'est-à-dire que, pareil, même, je pense même que psychologiquement, c'est quelque chose qui va les marquer. C'est-à-dire, à un moment, je me défais de cet objet. Il n'est pas mon excroissance, il n'est pas la suite de ma personne. Je suis capable de le poser quelque part. J'ai compris. Je suis capable. Et ça, je pense que même symboliquement, vraiment, ça a du sens de faire ça. Je comprends. Voilà. Oui.
Avec plaisir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. J'ai une question. Oui. Comment vous faites pour le côté, enfin, si votre enfant, comment dire, le côté pression sociale, c'est-à-dire les autres enfants, ils ont un téléphone et le vôtre, il en a pas, il dit c'est pas juste, pourquoi lui, il a, moi, j'ai pas, comment on fait face à ce genre d'argument? Ouais. En effet, c'est souvent ça, c'est surtout ça l'argument. C'est pourquoi moi et pas les autres. Alors, c'est un petit peu ce qu'on disait, je l'ai dit rapidement. Il faut absolument qu'il ait un sentiment de fierté. C'est-à-dire, il faut transformer sa déception en sentiment de fierté. Et en lui proposant des alternatives aussi. Je comprends que tu aies envie. Alors, ah oui, par contre, autre chose aussi voilà, que je fais, peut-être que ça peut vous parler, vous être utile. Moi, je sais que ça fonctionne bien avec mes enfants qui n'ont pas de portable. Ils disposent du mien autant qu'ils veulent concernant les groupes WhatsApp dans lesquels il y a des échanges vous savez, la dictée, le truc, l'exercice de physique, le machin, tout ça. Donc, ils sont sur les groupes WhatsApp, mais ils sont sur mon portable. Maintenant, moi, j'ai pas du tout une relation, et puis c'est volontaire, j'ai pas une relation avec mon portable de proximité. Je sais jamais où il est, je sais jamais, voilà. Et je suis intéressée à ce que mes enfants voient ça. Enfin, voient que c'est pas et que je suis pas collée et que je peux m'en défaire sans problème pour leur donner pour qu'ils voient. Mais par contre, c'est pour un temps donné, c'est-à-dire qu'il va pas être enfermé dans sa chambre avec le portable. Il l'aura, il va échanger avec un copain parce que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se fait, mais c'est pas ton portable, c'est pas ton identité, c'est pas une suite de toi-même. C'est utile pour ce qu'il y a d'utile, c'est possible. Mais c'est pas ton identité. Et je pense qu'il y a un âge où on peut commencer à leur parler, à leur expliquer que même des adultes, ça leur a fait du mal, que cet appareil que nous, quand nous étions jeunes, on ne connaissait pas, et qu'aujourd'hui, on comprend et on voit à quel point c'est difficile de grandir avec cet appareil. Et en parenthèse, ça je vous ai pas dit, on a le droit de leur dire, nos enfants, vous êtes des génies, et je le pense vraiment. Vous êtes des héros. C'est des héros. Je veux dire, je ne sais pas comment on peut pas savoir parce que nous, on n'a pas grandi avec ça. En tout cas, moi, à l'âge que j'ai, voilà, on n'a absolument pas grandi avec des portables, ça n'existait pas. Pour tout vous dire, moi, mon fiancé, quand il m'appelait chez mes parents, il appelait sur le fixe, mais que des fixes. Donc, toute la famille était au courant dans la cuisine que le fiancé, il était en train d'appeler, quoi. D'accord? Ou voilà, c'était ça. Et pourtant, je suis pas née à l'Antiquité, quoi, au Moyen-Âge. Donc, c'est impressionnant, cette évolution. Et donc, de leur parler, de leur dire, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils sont, eh bien, ils sont les images qu'ils mettent sur Insta. Ils sont les likes qu'ils ont. Moi, je pense que très jeunes, les enfants, ils sont sensibles à ça. Dire en fait, tu es beaucoup plus que ça. Tu es tellement plus précieux que ça. Tu as tellement plus de valeur que ça. Moi, je sais qui tu es. Moi, je suis ta mère, je sais qui tu es. Moi, je sais que tu es génial parce que ça et ça et ça. Et parce que quand ta mamie, elle était malade, tu as fait ceci et tu as fait cela. C'est-à-dire les toucher avec des vraies histoires que vous connaissez sur eux où ils ont été extraordinaires, ça, personne ne saura. Mais ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Et il y a une vie qu'on montre et c'est une vie banale. Et je ne veux pas que tu aies une vie banale. C'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est pas je t'interdis parce que tu te rends compte, c'est dangereux. Alors, parce que si on dit ça, dire je te jure, maman, je vais rien faire. Je te jure, papa, je vais être très clean. Tu pourras me vérifier. Non, mais c'est au-delà de ça. Je ne veux pas que tu aies une vie banale, que tu aies une vie superficielle. Moi, je sais qui tu es. Moi, je sais quelle est ta hauteur. Voilà, c'est plus dans cet angle-là. J'espère que voilà que j'ai pu un peu répondre à votre question. C'est une vaste question, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quand ils ont, c'est dans le chat, lorsqu'ils ont déjà un portable, comment les convaincre qu'ils ont pu développer une addiction avec les 3 critères que j'ai donnés au début? Je ne sais pas si vous étiez là. Le fait que la personne soit obligée de se connecter tous les jours, qu'il sous-estime le temps passé et qu'il délaisse la vie réelle, ces 3 critères-là, c'est implacable. Vous tapez sur Google, vous allez tomber sur un site qui s'appelle, je sais pas quoi, l'écran, être dans une relation normale avec nos écrans, ne pas avoir une relation, un rapport addictif à l'écran. Je me souviens plus du nom du site et l'enfant lui-même, laissez-le lire ce site où il pourra se reconnaître dans les critères. Donc voilà, moi je sais même, on m'a même dit qu'il y a des enfants de familles chômeurs Shabbat qui ont développé de telles addictions qu'ils n'arrivent pas à tenir un Shabbat sans portable.
Regardez que Dieu nous en préserve, jusqu'où ça va. Donc voilà. Ensuite, je vois une autre question. Dans influence extérieure, il y a aussi le problème du niveau de pratique que les enfants ne comprennent pas parfois. Exemple, ma cousine ou ma mamie ou ma copine est batiniout, ne mange pas cachère, alors pourquoi je ferais comme maman et papa alors que c'est mieux de faire comme les autres? Alors, ça, c'est une conférence en tant que telle, passionnante, mais je vous ai quand même donné un petit, plus qu'un petit clin d'œil dessus, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut que ce soit possible que l'enfant dise c'est mieux de faire comme eux. Parce que eux, ils sont habillés comme ceci ou qu'ils mangent comme cela. C'est-à-dire que à partir du moment où ils pensent que ne pas faire c'est mieux, déjà là on est dans une difficulté. C'est-à-dire que le seul moyen au niveau de ces influences extérieures, et nous les avons tous, hein, qui n'a pas un cousin, cousine, les tontons, les tatas de la famille autour, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des enfants qui sont tellement remplis, c'est-à-dire tellement consistants. Alors ça, c'est toute une série de conférences, comment on les rend consistants, mais l'objectif, c'est qu'ils soient tellement consistants qu'au lieu d'être influencés, ils influencent. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils ont de la valeur. Et à nous, parents, de les valoriser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je vais vous donner un exemple quand même, pour ne pas vous laisser sur votre faim, mais j'arrête pas de vous dire c'est d'autres conférences. J'ai eu une de mes filles à l'âge de 7-8 ans, elle voulait vraiment, elle rêvait d'un short. Ah, les shorts, il y en a qui mettent des shorts. C'était pas le pantalon, c'était le short. 7-8 ans, 8 ans. Et je lui disais, à quoi ça sert? Nous, on ne met pas de short. Ah, pour être à la maison en été. Ah, quand on louera une maison où il y a une piscine. Elle me trouvait plein de trucs. Et à chaque fois qu'on allait dans un magasin, elle regardait et elle caressait les shorts. Mais vraiment, elle caressait. Et à chaque fois, au lieu de lui rentrer dedans, je la regardais, je lui disais, oh là là, je vois que tu as vraiment envie. Tu sais quoi, s'il y en a un solde peut-être, pourquoi pas je vais t'acheter pour la maison, si ça te fait tellement plaisir. Je vois que tu en as envie, ma chérie, mais je comprends que tu en aies envie, je comprends, ça a l'air d'être cool. C'est-à-dire, déjà, ne pas créer l'opposition, ça c'est le premier truc. Et puis, automatiquement, quand je la voyais regarder, alors je trouvais un prétexte, non mais regarde, c'est très cher, attends, 20 € un short, on va pas payer 20 € un short quand même. Et automatiquement, le jour où je la voyais comme ça, et tellement reniflante par rapport à ça, je faisais un achat démesuré, un autre achat démesuré pour elle. C'est-à-dire que je voulais la remplir, je voulais qu'elle ait un sentiment de satisfaction, qu'elle ne sorte pas avec un sentiment justement d'être affamée, mais d'être rassasiée. Et donc, je me débrouillais. Et après coup, en général, ce que je faisais, c'est que je faisais ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif? C'est, je racontais à mon mari, en sachant très bien que ses oreilles traînaient. Oh, tu sais qu'est-ce qu'elle est mignonne, quelle tzadékette, quelle ramouda, comme elle est chou, et tu te rends compte, et je la comprends, et machin. Tu sais quoi, elle l'a pas acheté, elle a pas. Et j'en fais, et j'en mets des paquets. Et j'en mets des paquets. Et voilà, Baruch Hashem, merci mon Dieu, pour l'instant, cette méthode a fonctionné. Bon, il n'y a pas de garantie absolue, hein, mais surtout dans le domaine de la tzniut, qui est un des domaines les plus difficiles. D'ailleurs, récemment, je me suis dit, j'aimerais bien lancer un Zoom, un cours, comment enseigner la tzniut à nos filles. Tellement je sais que c'est un sujet très douloureux. Voilà. Ah bah, des grands plaisirs, pourquoi pas pour une prochaine conférence. Bezrat Hachem. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Oui, bonsoir. Je voulais revenir par rapport au téléphone et notamment pour les adolescents. Il y a plusieurs choses qui posent problème, à savoir que souvent au collège, lycée, il y a une application qui est ou les genre école directe. Donc les enfants ont leur accès, nous on a nos accès, on n'a pas les mêmes choses. Donc il faut qu'ils aient aussi leur téléphone portable ou un ordinateur où ils puissent accéder à leur connexion. Et donc, du coup, là, déjà, ça pose un problème parce qu'il leur faut forcément quelque chose pour se connecter. Hein. Et deuxième chose, il y a les fameux groupes WhatsApp. Donc, il y a les groupes WhatsApp des parents, puis c'est de la classe dans lesquels ils font partie. Et souvent, il y a des infos qui sont véhiculées sur ce groupe que nous, on n'a pas, véhiculées par les professeurs principaux. Et donc, pour qu'ils les aient, il faut qu'ils soient dans le groupe. Et on ne sait jamais quand l'information va arriver. Aussi pour les devoirs, quand vous avez des enfants qui ne sont pas forcément super assidus à l'école, ça aide quand même pas mal. Et on a vu aussi pendant le confinement
où les professeurs envoyaient les informations sur les téléphones portables, réunions, cours Zoom, ceci, cela. Et à un moment donné, on en vient à faire la police tout le temps et on ne peut pas le faire non-stop du moment où on rentre de l'école jusqu'au moment où il faut aller dormir. Alors, comment arriver à jongler entre tout ça et arriver à poser des limites, c'est un peu compliqué. Pourquoi vous parlez de faire la police? C'est-à-dire parce que du Parce coup, ils vont aller sur l'ordinateur, mais ça va être sans fin. C'est ça que vous voulez dire? c'est l'ordinateur ou le téléphone. Là, je vais voir sur le groupe WhatsApp, il y a un message sur le groupe de la classe. Je vais demander, il faut que je vois ce qu'il y a écrit, il faut que je demande, il faut que j'aille sur donc ça dépend de nous, c'est l'école directe, pour voir ce qu'il y a marqué, les devoirs, ceci, cela. Et donc, ça peut être du non-stop. Et on ne peut pas être tout le temps là à contrôler Non, on peut pas être derrière. tout le temps là. Alors, déjà, pour un ordinateur, s'ils ont accès à l'ordinateur, le conseil qu'on m'avait donné il y a pas mal d'années, que je trouve que c'est le meilleur, c'est que l'ordinateur familial soit posé sur la table de la salle à manger dans un endroit ouvert où il y a du passage, pour qu'il ne puisse, que même s'il est en train d'aller sur des sites ou autres, que ce soit visible, enfin, qu'il puisse y avoir du passage et qu'il n'y ait pas de risque qu'il arrive dans des sites vraiment pas bons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous aussi, voilà, il y a École Directe. Ils ont École Directe sur mon téléphone. Comme je vous ai dit, il est à disposition de toute la famille. Mais ça reste que ce n'est pas leur objet. Je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de posséder cet objet-là. C'est mon objet, c'est à moi, et ma vie se passe dessus. C'est surtout ça, je trouve, qui est mauvais. Après, quand vous parlez de flics, voilà, moi, j'ai pris ce parti que dans la vie, je ne suis pas, je suis pas flic, je ne suis pas policière, je n'ai pas fait ces études-là, je n'ai jamais décidé de l'être et je refuse de l'être. Et je le dis à mes enfants. Je dis à mes enfants, je n'ai pas envie d'être une policière, j'ai envie d'être ta maman. J'ai envie de t'aimer, j'ai envie d'avoir des bons moments avec toi, j'ai pas envie. Ne m'oblige pas à avoir des... Je leur dis comme ça, ne m'oblige pas à être ça. Tu sais que j'ai pas envie de l'être et je ne le serai pas. Donc ça veut dire que, alors on fixe par exemple... que quand ils rentrent de l'école, ils regardent. Évidemment, ils peuvent revenir voir, que ce soit l'ordinateur du salon, le portable, quelque chose, ils peuvent revenir et dire « Ah, il me manque une info » ou voilà, où on peut décider 2 fois dans la soirée, on regarde les infos sur les groupes WhatsApp. Mais entre les deux, je pars du principe, enfin, moi, en tout cas, je pars du principe de la confiance. C'est-à-dire que je les responsabilise et je décide de leur faire confiance. Parce que si moi, je rentre dans le cercle vicieux de « je vais vous attraper », alors eux, en retour, ils vont prendre la posture de l'enfant qui ne doit pas se faire attraper ou qui risque de se faire attraper. Et je ne veux pas de ça. Donc moi-même, je ne prends pas la posture du parent qui se dit « je vais l'attraper ». Donc je ne vérifierai pas. Je ne vérifierai pas. Je ne vais pas être derrière parce que je ne veux pas ça. Et donc, voilà, on a fixé. Une fois, tu regardes, une autre fois, tu regardes. Vous voyez ? C'est-à-dire, bon, après, c'est vraiment chaque famille qui a ses méthodes et ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Hein. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de vous orienter parce que c'est extrêmement personnel comme façon de faire. Mais en tout cas, je vous confirme que rentrer dans la posture du policier, c'est pas bon. Ni pour vous, ni pour l'enfant. Ça va vous épuiser, ça va les épuiser. Et c'est pas bon parce que, en fait, ça parasite la belle relation que vous pouvez avoir avec lui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Puis après, peut-être on va terminer, on va conclure cette conférence. C'est bon, je pense. Non, je ne pense pas, on ne dirait pas. Mais en tout cas, pour retrouver vos cours, Maria-Cha, il y a le lien présent sur, Le chat. sur le chat. Voilà, le lien WhatsApp. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Facebook du She-Plays Kids et les ateliers de Talmud Torah les dimanches matin à 11h30 pour des sessions Zoom d'environ 1 heure. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur le groupe Facebook ou en privé pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Maria Chadré. Merci à vous. Merci beaucoup et merci à tous. Merci beaucoup. Avec votre plaisir. Merci. Merci pour cette belle conférence et de nous avoir donné de belles réponses ce soir. J'espère que ça a aidé tout le monde. Merci encore et bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci.